Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour la 40e plateforme du pôle santé de EISA ONG International. La plateforme de ce soir a pour titre les micro-forêts urbaines participatives et elle sera animée par Stéphanie Essat. Stéphanie est la directrice de l'association Mini Big Forest Normandie. Alors qu'il a été établi par de nombreux scientifiques du monde entier que le réchauffement climatique était dangereux pour les espèces vivantes, les températures continuent d'augmenter avec les conséquences que nous connaissons. Est-ce une fatalité? Nous ne le pensons pas, des actions sont possibles. Stéphanie Essat nous propose de partager son expérience de création de mini-forêts en milieu urbain et dans les écoles, ce qui permet de diminuer les températures et rendre nos villes plus respirables, plus sociables, plus vivantes dans tous les sens du terme. Sa communication durera entre 30 et 45 minutes. Vous pourrez poser des questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Il est rappelé que vous devez vous identifier avec vos noms et prénoms lorsque vous accédez à la plateforme du pôle santé. Stéphanie, je vous cède la parole. Merci. Merci de m'accueillir ici. Alors, je m'appelle Stéphanie Essa. Je vais vous raconter une histoire, en fait, parce que ça part, les rencontres avec les microforêts partent toujours d'une histoire. J'ai partagé le support pour vous permettre de suivre cette épopée de l'arrivée des microforêts urbaines en Normandie, qui va permettre de témoigner de ce qu'est une microforêt urbaine participative. Je ne pourrais pas témoigner d'autre chose que de l'expérience que j'en ai faite, et c'est ça que je vais vous partager ce soir. Déjà, un petit mot sur qui je suis. Moi, je suis sylvothérapeute et guide de bains de forêt, et j'ai cofondé un écolieu, les Terres de Lettres, en Normandie. Et l'histoire est partie de là. À une table ronde, au moment de l'ouverture de l'écolieu, on pratique la médiation animale et la médiation végétale, je me retrouve avec le coprésident du GIEC normand, Benoît Léniel, qui interpelle l'Assemblée en disant changement climatique en Normandie, il n'est pas trop tard pour agir, mais il reste peu de temps. On était en mai 2021. Nous, le lieu commençait à naître, on faisait les travaux nous-mêmes et on avait un morceau de jardin entre deux bâtiments à construire. Et je me suis dit, mais c'est là, il faut faire quelque chose avec les forêts. Je sens, moi j'amène les gens en forêt. Je me suis dit, il faut amener aussi les forêts et les écosystèmes forestiers auprès des personnes dans les villes. À l'époque, je ne savais pas du tout ce qui m'inspirait, je ne connaissais pas les micro-forêts. Je les ai très vite rencontrés en faisant des recherches sur Internet et pas d'association en Normandie. Donc, je suis allée auprès de Urban Forest, qui est un des précurseurs en Europe, qui est en Belgique, et puis auprès de Mini Big Forest, qui venait de se créer en juste 2019 en Loire-Atlantique à Nantes. Donc, les associations, il faut savoir qu'elles ont largement de quoi faire déjà sur leur territoire. Et donc, venir en Normandie, ce n'était pas l'urgence. Déjà, l'idée, c'était d'être local pour elles. J'ai dit, bon, bah, allons-y. Je vais apprendre par moi-même comment ça fonctionne. Et on va planter dans l'écolieu une microforêt urbaine de la méthode Miyawaki dans le jardin des Terres de Lettres. Et je me dis, ça va être une forêt témoin. Et peut-être que ça va inspirer les Normands et que quelque chose va en être. En allant un peu plus loin, donc je suis formée auprès de Mini Big Forest pour pouvoir amener cette microforêt aux Terres de Lettres. Et je vais vous donner déjà quelques petits éléments partiels et je vais vous expliquer après la méthode un peu plus en détail. Donc, cette microforêt, c'est la plus petite de France. Elle fait 88 mètres carrés. 88 mètres carrés, 240 arbres. Je vous laisse respirer ces deux mots. 88 mètres carrés, 240 arbres. D'accord? On est au début du partage que je vais vous faire et j'espère qu'à la fin de ce temps, vous aurez compris le sens en fait de pourquoi autant d'arbres et souvent notre première réaction se dire wow, c'est étrange. Donc le 12 décembre 2021, avec un collectif, puisque c'est participatif, donc on plante ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez sur la photo, on est en train de planter avec des amis du lieu, avec des enfants du village, avec des élus. Bon, vraiment, les mains dans la terre, ensemble, cet hiver 2021.
les 6 premiers mois, et ça se passe pour les 3 premières années en fait de la microforêt, avant qu'elle devienne autonome, on a des gardiens de forêt. On maintient cette participation et cette collaboration ensemble, c'est-à-dire qu'on crée une communauté auprès de la microforêt avec des gardiens de forêt qui prennent soin de ce petit écosystème. Et là, vous voyez Inès, qui est gardienne de forêt et qui a suivi pendant 2 ans, parce que maintenant cette mini-forêt a 2 ans et demi, elle a suivi pendant 2 ans cette mini-forêt. Alors, je vais vous montrer la photo qui est Inès, je l'appelle Inès a bien grandi. Bon, vous voyez la première photo ici, et vous allez voir la photo à la suite, c'était donc il y a quelques mois, au même emplacement dans la microforêt, 2 ans après. En 2 ans, vous voyez, avant, après. On va revenir sur la photo d'après, mais juste quelques mots déjà pour dire qu'il y a 40 millions d'arbres qui ont été plantés avec cette méthode sous ce format d'écosystème forestier dans le monde. En Europe, les premiers pays ont été, pour apporter la microforêt, ça a été les Pays-Bas, la Belgique, dont je vous ai parlé, et puis plus récemment en France. Et donc, je suis ravie de la collaboration avec Mini Big Forest à Nantes, qui nous a permis ensuite de faire naître, en lien avec eux, suite à la plantation de cette mini-forêt, de trouver une entente pour créer Mini Big Forest Normandie. Et en mai 2022, on a créé l'association Mini Big Forest Normandie et on a commencé à planter ces micro-forêts en Normandie. On a planté la première mini-forêt le premier hiver de notre création, donc l'hiver 2022-23, à Éperon, une petite commune au nord de Caen. On a planté 900 arbres dans une cour d'école. L'hiver suivant, donc l'hiver qui vient de se terminer, eh bien, on a planté dans un collège 760 arbres. On a aussi planté dans la Manche, le département à côté du Calvados, 1500 arbres au pied d'un HLM, sur un sol anciennement bitumé, le long d'une voie ferrée, avec un certain nombre de pollutions dans le sol. Donc, c'est aussi un site un peu expérimental, on va dire, sur cet espace-là. On a planté en collaboration avec le CNRS et le labo M2C 400 arbres dans Caen. Et puis, on avait aussi d'investir un autre territoire, les zones d'activité, et on a planté 900 arbres dans une zone d'activité, pareil, à côté de Caen, dans le Calvados. Ça, c'est le début de l'histoire normande. C'était pour vous situer d'où je vous parle, avec quel recul on a. 2 ans, hein, 2 ans, c'est jeune. Et en même temps, ça va vite. C'est vraiment, ces microforêts nous apprennent ça. Le temps de l'arbre et en même temps la force de la nature. Donc, la méthode Miyawaki, pour vous expliquer ce qu'est un peu plus cette méthode. Déjà, le constat de départ qui nous appelle au départ, c'est bien la perte de la biodiversité, la disparition en pourcentage de nombre d'oiseaux, d'insectes volants qui est tellement impressionnant, qui est vraiment l'appel au départ. Il y a aussi évidemment, on l'a nommé, le réchauffement climatique, la quête des îlots de fraîcheur en ville. Et on va voir que ces microforêts sont vraiment une réponse. Alors, il y a un petit film de 2-3 minutes qui a été pour moi extrêmement inspirant, qui est la naissance de Mini Big Forest à Nantes. Donc, Sophia, je vais vous laisser mettre la vidéo en ligne si c'est possible. Alors, oui. Peut-être il faut que j'arrête le partage de mon côté. Alors, oui, aussi. Alors, je récupère le partage. Vous voyez mon écran? Oui. Eh ben, on va y aller. Un jour, on a fait une rencontre. On a décidé de planter des arbres. Pour nos enfants, pour nos voisins, pour les gens qu'on aime, pour la planète. La rencontre, on l'a faite lors du festival aux arbres à Nantes. Un Indien, Shubhendu Sharma, était venu nous expliquer comment il avait replanté plus de 140 forêts selon la méthode du botaniste japonais Miyawaki. Et là, on a eu le coup de foudre. Compared to a conventional plantation, these forests, Miyawaki forests, have 30 times more green surface area, which means
30 times more oxygen they produce. They absorb 30 times more carbon dioxide. They absorb 30 times better noise pollution or suspended particulate material, which causes air pollution. And all the other ecological services are 30 times more. They grow 10 times faster, and they are 100 times more biodiverse. En 10 minutes, il nous avait démontré l'efficacité de cette méthode dans la création de microforêts natives à croissance rapide. 300 arbres sur des surfaces aussi petites que 6 places de parking. Ça permet d'agir rapidement, efficacement et à notre échelle. Et là, on s'est dit qu'on pouvait le faire, nous aussi. Alors on s'est lancé et on a décidé de se former. On a pris le sol dans nos mains pour le connaître et le préparer au mieux. On a révisé notre latin en partant à la recherche des arbres natifs et de leurs différentes strates. Et puis, pour finir, on a créé Mini Big Forest pour reforester de façon rapide et durable, là, 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 là aussi, et pourquoi pas là, pour restaurer les sols et surtout reconnecter les gens à la nature, à leur nature. Planter des micro-forêts ensemble, ça vous dirait? Avec les enfants, les retraités, les salariés, les chefs d'entreprise, les hommes, les femmes, nous, vous. Merci. Je vais remettre la suite. Alors, voilà, du diaporama. Voilà, je pense que ça s'est affiché. Oui. Un petit mot sur Akira Miyawaki, qui est un expert mondial en écologie appliquée à la restauration des forêts natives. Lui, c'est vraiment passionné pour le fonctionnement des forêts natives, et c'est de là qu'a été inspirée cette méthode. En fait, micro-forêt, c'est des petits boisements en ville qui sont inspirés du fonctionnement des forêts naturelles. C'est vraiment ça le sens. Il a aussi travaillé en Allemagne sur le sujet de la végétation potentielle naturelle. Ça veut dire quelle végétation, quelles essences seraient là si l'humain n'était pas là. C'est de là où on part pour sélectionner les essences. Toutes les essences sont des essences indigènes locales. Hein. Ça, c'est vraiment important. Et on parle d'arbres, et on parle surtout de forêt. Et si on parle de forêt, on parle du sol, on parle d'humus. En fait, le sens de ces microforêts, c'est recréer du sol vivant. Dans des terrains en ville, c'est souvent du sol qui n'a plus de vie, qui est tassé. Et là, avec ces microforêts, on redonne de la vie. Et on se rend compte qu'on redonne de la vie, mais pas que au sol, hein, quand on plante ces microforêts, qui sont donc avec une pousse rapide et une bonne résilience écologique. Alors, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que la pousse, elle n'est pas plus rapide. On ne va pas plus vite que la nature. Hein. Le temps de l'arbre, c'est le temps de l'arbre. Hein. C'est maintenant. Voilà, il faut, avec patience, laisser pousser. Néanmoins, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite, c'est que pour une forêt où habituellement on va passer d'un stade d'herbacées, de ronciers, d'arbrisseaux, de jeunes pionniers pour arriver vraiment à la strate finale de la forêt au bout de 300 ans, ben nous, on va venir planter déjà la strate arbustive qu'on va trouver dans une forêt qui aura 200-300 ans. Évidemment, on les plante à un jeune âge, des jeunes pousses en motte qui ont 1 à 2 ans. Donc, des photos valent 1000 mots. Hein. Donc déjà, une photo qu'on a du Japon, vous voyez, au sein d'une université, vous voyez bien le sol aussi, hein, et 40 ans après. Donc là, on a une photo qui est assez parlante, 40 ans après, de voir un petit peu à quoi ça peut ressembler une microforêt. Au Japon, ils vont aussi sur les dunes. En fait, il y a toute une recherche scientifique pour limiter les prochains tsunamis avec une plantation très, très dense sur les dunes pour permettre la limitation de l'effet d'un potentiel futur tsunami. Ensuite, il y a eu en Inde avec Shubhendu Sharma, que vous avez vu en vidéo juste avant,
et à Forest, qui a vraiment développé très fort au niveau mondial. Ça a communiqué aussi beaucoup à partir des projets de l'Inde. Et nous, ce qui nous intéresse là vraiment ce soir et ce dont je peux témoigner, c'est ce qui se passe ici en France. Donc là, c'est avec Mini Big Forest à Nantes. Vous voyez la forêt quand elle a été plantée en bas d'immeuble. Hein, on est toujours dans ce sens de on est en pleine ville. Eh bien, en 16 mois, ce que ça peut donner. Là, on a une autre forêt à Nantes. On est sur une image à 2 ans. Et puis, sous mes pieds, ici où je suis, là, à l'écolier où je vous parle, la microforêt est juste à côté. Donc, quand on a planté en décembre 2021, en 18 mois, voilà la photo, mais vous avez vu une photo encore plus importante, c'était au bout de 2 ans, elle a vraiment encore plus densifié, on ne rentre plus du tout dedans, et vous avez vu tout à l'heure Inès dans la forêt. Et puis, notre première microforêt qu'on a plantée dans l'école primaire d'Éperon, voilà, le jour de la plantation, 7 mois après, un petit couvert végétal en quelques mois, alors que c'était vraiment la photo a été prise alors qu'on a fait juste l'été, la période chaude en plus. Donc ces mini-forêts, la base, c'est que on a 30 essences natives qui vont être sélectionnées. On va faire un travail de diagnostic du sol pour voir quels sont les manques, parce que les arbres ont besoin de certains éléments nutritifs. Donc, on étudie quels sont les manques, quels sont les besoins, et on va chercher les amendements en conséquence. On plante 3 arbres. Alors, il y en a qui plantent un petit peu moins, d'autres un peu plus. Hein, ça peut être aménagé. Donc, on plante 3 arbres au mètre carré par strate, c'est-à-dire que par mètre carré, on va planter un arbrisseau, un moyenne tige et un haute tige. Et ces microforêts sont autonomes en 3 ans. Ça, je vais vous détailler ces points un peu plus après sur le déroulé de comment planter une microforêt. Vous avez entendu, hein, la base, c'était se dire qu'on peut mettre sur 6 places de parking en ville 300 arbres. Donc, comme je vous disais, on se base aussi beaucoup sur les différentes strates qui sont dans les forêts, de l'arbrisseau jusqu'à la haute tige, et on travaille exclusivement avec des essences natives locales. Nous, on les choisit en motte, plus particulièrement, plus qu'en racines nues, et on choisit un pépiniériste au label végétal local. Donc, les bénéfices qu'on va trouver pour ces microforêts, je pense que vous pouvez les deviner pour grande partie, mais je vais quand même bien les reciter. Évidemment, la biodiversité qui va être démultipliée, autant pour les oiseaux, les insectes ou les champignons. La pollution qui va être filtrée, en fait, puisque ces microforêts vont absorber et filtrer à peu près 50% des particules fines de pollution dans l'air. Et puis, mais ces fameux îlots de fraîcheur, c'est à peu près moins 2 degrés pour les bâtiments à proximité de ces microforêts. On a d'autres bénéfices, hein, puisqu'on va trouver des espaces de respiration, ça va être aussi des espaces de captation du CO2, des espaces aussi où on gère. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de tempêtes, de vents forts, de vents dominants qui arrivent ou de grosses pluies. Bien, ces microforêts sont beaucoup plus résilientes et permettent d'absorber aussi les vents forts, ne vont pas casser comme un arbre isolé et vont absorber aussi les gros ruissellements. Et puis, le dernier point qui est noté, mais pas le moindre, c'est un espace de bien-être et d'inspiration. Vraiment, c'est un espace de ressourcement et nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur dans notre association. Alors, je vais vous présenter en photo le déroulé des étapes. Tout le déroulé se trouve sur ce package de photos. Mais moi, je vais vous les dérouler un petit peu les unes après les autres. La première étape, je ne vais pas revenir là parce que mais vous aurez le PowerPoint, je pense, qui pourra être lisible. Moi, je vais vous le montrer en photo. La première, eh bien, c'est d'étudier. Déjà, on sélectionne le site où on veut planter. Certes, on fait une étude de faisabilité pour voir quel site, quel est le terreau présent. Là, je vous parle du terreau humain parce que comme c'est participatif, l'idée, c'est d'avoir un terreau humain déjà présent et des personnes motivées. Faire l'étude de faisabilité, évidemment, on ne va pas planter sous une ligne haute tension ou s'il y a des réseaux en dessous ou à proximité trop forte des façades ou voilà, il y a des petits points de base à respecter. Quand on a le site, en fait, on va parcourir 2-3 boisements dans un périmètre de 5 km à peu près autour du projet de microforêt avec un expert en botanique.
C'est important d'avoir cette expertise pour pouvoir sélectionner les essences natives qui sont vraiment, qui se plaisent à proximité du site. On va en sélectionner à peu près une trentaine. Et à partir de cette trentaine d'essences, en fait, on va aller après. Alors, je peux vous citer par exemple quelques essences qu'on a ici en Normandie, qu'on avait sélectionnées pour, je crois qu'ici c'est le Collège Villet des Mézerais. On peut en trouver d'autres hein, sur d'autres sites, mais pour vous donner une idée, on va trouver du charme, tilleul, frêne, chêne, orme, hêtre, sorbier des oiseaux, merisier, châtaignier, bouleau. Ça, c'était pour les hautes tiges. Moyenne tige, on avait noisetier, érable champêtre, aubépine ou prunelier, chèvrefeuille des bois, pommier, sureau. Ça, c'est les moyennes tiges. Et puis, pour les arbustes bas, les arbrisseaux, on trouve du troène, du cornouiller sanguin, de la violentane, différents groseilliers. Là, on a groseillier rouge, noir, à maquereau, églantier des chiens, cornouiller mâle. Ça, c'est pour les arbrisseaux. Donc, on voit qu'il y a une diversité d'essences. C'est vraiment un des principes, hein, c'est qu'on a un écosystème qui se crée et de leur alliance aussi entre eux que la magie s'opère. La deuxième étape, on fait un sondage du sol. Alors parfois, on a des outils un peu plus élaborés que la pioche. Là, on avait fait ici à la première partie à la pioche. On avait aussi un expert qui est présent aussi sur cette photo. On a la chance d'avoir deux experts, un pour le sol et un pour la partie botanique dans l'association. Et on a fait deux types d'études de sol ici. Là, vous voyez en pleine terre à gauche, on est vraiment sur un espace enherbé, alors qu'à droite, là, on était sous la partie ancien bitume. Donc là, il y a encore du sable et il y a encore des résidus. Donc on a fait l'approche sur ces deux côtés. À partir de là, on a pu étudier déjà quelles essences allaient aller sur ce terrain, qui était un peu humide d'ailleurs sur ce côté à Avranches. Il y a des essences qui se plaisent plus ou moins. Donc sur les trentaines d'essences qu'on a sélectionnées, étudiées autour du périmètre, on en a choisi une vingtaine, 25 je crois sur ce terrain. Et puis, on a pu sélectionner aussi les amendements. Là, en l'occurrence, on a eu 60 mètres cubes de compost et 8 mètres cubes de fumée de cheval de plus de 3 ans qui ont été apportés. Donc, on voit sur le site, on apporte ces amendements. Et ensuite, il y a une particularité. Cette méthode, ce n'est pas pour de la reforestation en forêt. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Là, on travaille sur des micro-espaces dans des zones urbaines avec des terrains qui sont vraiment anciennement compactés, voilà, pas très vivants, donc un peu durs. Donc, on ne plante pas 3 arbres au mètre carré uniquement en faisant un petit trou et en mettant les jeunes pousses. Là, on va décompacter le sol sur 50, 60 cm en profondeur avec des engins vraiment pour griffer la terre. On griffe le sol, un passage, on griffe le sol sur cette profondeur-là, qui va permettre aussi tout le système racinaire de pouvoir venir s'implanter. Et ensuite, sur les 20 cm de la terre arable au-dessus, on va venir introduire les amendements. Ce qui fait qu'au moment de la plantation, déjà, ça va être aussi plus simple à planter, même si on ne le fait pas juste parce que ça doit être plus simple à planter, mais parce que c'est important pour les jeunes pousses. On paille. Ça, c'est pour permettre de garder à l'été déjà l'humidité. Il y a vraiment une grosse couche de paillage. Hein. Permettre de garder l'humidité et puis l'hiver aussi d'éviter le gel. Ça, on l'a fait à peu près 1 mois avant la plantation pour que ensuite l'air du sol puisse, la terre puisse redescendre un petit peu quand on plante les jeunes arbres. Donc le paillage. Une partie qui est pour moi fondamentale, c'est d'aller en même temps sensibiliser. Donc là, on va dans les écoles, on va dans différents endroits pour parler, on fait des réunions publiques pour expliquer ce qu'on fait, pour faire participer. D'ailleurs, on choisit à chaque fois d'associer les écoles et des classes qui viennent planter avec nous. Et puis, le jour J, la plantation. Je vous laisse regarder quelques photos parce que elles parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment des moments importants et vivants et réjouissants d'être à la plantation du microforêt. On sent que voilà, il y a quelque chose qui naît à cet endroit-là. Et ce modèle participatif, je vais vous en parler un peu plus bas aussi parce que ça fait partie de la méthode Miyawaki. Akira Miyawaki, quand il a planté, il a commencé voilà. On commence, il nous dit au fond de son jardin, on invite sa famille, ses amis, puis après, voilà, on a grandi. Mais il y a vraiment le sens de l'humain qui est au cœur. On est au cœur des villes.
au cœur de l'humain aussi. Et donc, pour ouvrir un peu cet espace, vous parlez de ce qu'on apporte aussi quand on est en modèle associatif et notamment dans ce sens de ce qui a été nommé par Akira Miyawaki sur le fait de planter ensemble. Eh bien, l'idée, c'est, oui, certes, planter, mais c'est aussi donc rassembler et sensibiliser. Tout ça, ça va ensemble. L'écosystème, il est forestier et il est humain. Donc, la première partie, rassembler. Si on veut planter une microforêt, je vous invite vraiment à rassembler des personnes autour de vous. Ici, en l'occurrence, nous, c'est la Mini Big Team. On a déjà créé l'association, créé une communauté au centre de l'association. On a travaillé sur nos valeurs, sur une charte d'engagement pour pouvoir vraiment être cohérent sur ce qu'on allait apporter dans ces microforêts. On a créé un arbre à valeurs. On peut le voir au sourire des membres de la Mini Big Team qui sont là, qui encadrent la plantation, parce que le jour de plantation, on plante beaucoup d'arbres. Vous avez vu 900 arbres, on les plante en une journée. Donc, il y a beaucoup de monde, il y a une centaine de personnes qui vont venir participer. Donc, il y a besoin de structure pour que ça se passe bien. Donc là, la Mini Big Team, c'est les encadrants qui sont présents et qui font que cette journée, elle se passe joyeusement. Donc, cette Mini Big Team, elle vient sur toutes les parties. Elle vient en amont, la préparation, le jour de plantation. Comme je vous dis, c'est vraiment important de se dire que ce n'est pas juste planter des arbres, c'est de créer le terreau, planter et ensuite accompagner. Donc, pour accompagner, pour prendre soin, on crée les communautés de mini big keepers, c'est-à-dire que c'est des petits collectifs de citoyens qui habitent à côté, des habitants. Souvent, c'est ceux qui ont planté la forêt qui se mobilisent pour créer un groupe d'une dizaine de mini big keepers qu'on forme et qui vont pendant 3 ans venir auprès de la microforêt une fois par mois au beau jour de fin mars jusqu'à fin octobre pour prendre soin. Prendre soin les 3 premières années, se dire retirer les adventices. Les adventices qui sont communément appelés les mauvaises herbes. Donc ces adventices poussent souvent ces grandes herbes beaucoup plus vite que les jeunes pousses et peuvent les étouffer ou cacher la lumière. Donc on a besoin de les retirer, on les laisse au sol, elles servent de paillis, pas de souci. Et on observe aussi, les beekeepers observent et vraiment, c'est pas, moi je l'ai fait de près sur la mini-forêt des terres de Leyde. Rien de tel que d'avoir les mains dans la terre, de désherber pour regarder les jeunes pousses, pour regarder les arbres naître, en fait, les premières feuilles se faire, les bourgeons, les fruits qui apparaissent, c'est assez merveilleux. Donc là, on établit, voilà, on a des petits supports pour pouvoir accompagner les mini big keepers. Nous, dans notre fonctionnement, ça c'est notre fonctionnement de l'association, d'en rassembler, il y a la volonté aussi d'avoir des partenaires autour de nous, se dire de ne pas être uniquement avec les habitants, les citoyens, les écoles, mais aussi d'amener les décisionnels, les élus et les entreprises. Pour nous, c'est important que cet espace, on tisse des liens. Donc, bon, en plus, l'association ne fonctionne que sur des fonds, soit de subventions publiques, soit avec le mécénat d'entreprises. Donc ça, c'est une base. Mais l'important, c'est aussi de faire participer, que chacun se sente aussi responsable de cet espace et motivé pour venir y participer. Donc, les salariés des mécènes viennent planter avec nous. Donc, il y a ce fameux jour de plantation. Le jour de plantation, vous voyez sur la photo, on a les élèves qui sont présents. Là, on avait une jeune femme de la Fondation Truffaut qui était avec nous. Le jour de plantation, je ne vais pas vous en dire tant que ça. C'est juste que pour les candidatures et pour sélectionner les projets, je vous ai déjà dit quelques mots là-dessus, nous, on va aller faire des appels à candidature. On appelle les territoires motivés pour venir planter. Donc, il y a voilà, toute cette partie. S'il y avait des questions, j'y répondrai après sur la sélection de terrain pour choisir ces sites de plantation. Et le troisième point, c'est sensibiliser. Donc, nous, on a vraiment à cœur que ces micro-forêts, certes, on a vu tous les bénéfices qui sont liés à la mini-forêt. Ils sont nombreux sur les bénéfices environnementaux et ils sont fondamentaux sur les bénéfices sociaux. Et la sensibilisation, pour moi, est au cœur des mini-forêts. Donc, à côté de la plantation, on va dans les écoles, on vient auprès des élèves, on va aussi dans les entreprises pour parler auprès des salariés, vraiment pouvoir expliquer ce qu'on fait, que ça ait du sens. Et ça, on essaie de le faire principalement au maximum avant de planter,
Et on revient sur le terrain après, auprès de la microforêt pour retisser les liens avec les enfants qui ont planté, les habitants, les ateliers en école. Le dernier petit mot que je peux vous dire, je pense que je vous l'ai dit en intro, mais c'est vraiment pour moi important de redire ça, c'est qu'on crée des écosystèmes forestiers qui sont ici à haut potentiel de biodiversité. Ces écosystèmes forestiers sont au service des écosystèmes humains. Et nous, à Mini Big Forest Normandie, vraiment, nous, c'est et vice-versa. Les écosystèmes humains au service des écosystèmes forestiers et vice-versa. Voilà, c'est vraiment un cycle. Et c'est un cycle vertueux qui ne cesse de s'arrêter. Et la dernière photo que je vais vous montrer, à chaque plantation, eh bien, il y a des petits tissus qui sont mis avec chaque planteur qui met un petit mot pour un témoignage. Et c'est vraiment beau de voir ce qui est écrit là. C'est un témoignage d'enfant. C'est je plante un arbre pour nous redonner goût à la vie. Et je crois que je ne vais pas dire plus que ça. Et laisser la place aux questions. Merci infiniment, Stéphanie, pour cette très belle présentation. Et du coup, nous allons pouvoir passer aux questions. S'il y en a, n'hésitez pas à lever la main, poser vos questions dans le QR de Zoom. Oui, Rani. Oui, merci Stéphanie pour ce beau exposé. Félicitations. Vous faites un travail magnifique. Ma question, je ne vous ai pas entendu parler de l'arrosage. Est-ce que ces mini-forêts demandent de l'eau? Parce que effectivement, c'est très intéressant dans les pays du Maghreb, mais comme vous le savez, il y a toujours un problème d'eau. Donc, j'aimerais bien savoir sur le plan arrosage, qu'en est-il au niveau arrosage? Merci. Très bonne question. Effectivement, ces microforêts demandent peu d'arrosage. L'intérêt déjà aussi de pailler, limite, on paille et on repaille, et on repaille. La première année jusqu'à 2 ans, on paille et on repaille. Ça permet vraiment de garder l'humidité du sol. L'arrosage, nous, qu'on préconise au départ, c'est une fois par mois la première année, une fois tous les mois et demi en deuxième année. Mais je sais qu'au fur et à mesure, là, il y a des mini-forêts qui n'ont pas de proximité d'eau ou d'accès à l'eau là où on les a plantées. Et pour l'instant, on n'a pas arrosé. Là, on est en juillet et j'ai 2 sites qui ont été plantés cet hiver, qui n'ont pas été encore arrosés. Donc, on vérifie chaque mois, on met les mains dans la terre, on voit que c'est encore humide. Donc, on regarde ça de près. Et je sais aussi qu'il y a des associations et que voilà, ça circule beaucoup aussi ce sujet, que on limite en fait de plus en plus, on arrose de moins en moins ces micro-forêts et ça pousse. D'ailleurs, ça pousse aussi je sais qu'il y en a qui plantent dans le désert, je ne sais pas si j'ai le livre là. Je l'ai peut-être. Il faudrait que je vous donne un lien. Il n'est pas sous la main. Il y a un livre qui a été écrit sur les microforêts, qui a été traduit récemment en français et qui explique aussi voilà, où on trouve des mini-forêts. Et dans la lecture, on voit qu'on arrive à en planter dans le désert. Bravo, bravo. Merci. Alors moi, j'aimerais revenir sur votre sélection de terrain. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous êtes confronté à des sols à dépolluer, par exemple? Est-ce que vous êtes dans un kilométrage par rapport à là où vous vivez maximum? Est-ce que vous avez comme ça des critères bien définis pour sélectionner un site? Comment ça se passe? Oui, alors nous, l'objectif, c'est de pouvoir développer dans toute la Normandie. Il y a 5 départements, mais on est une jeune association, donc on est pour l'instant pas en capacité d'aller dans les 5 départements. Donc effectivement, pour l'instant, on a commencé, donc on est sur le secteur à proximité de Caen. Donc la première année, on a travaillé sur Caen, on a fait un appel à candidature pour les établissements scolaires dans le Calvados. La deuxième année, on a continué avec appel à candidature dans le Calvados et on a ouvert un terrain sur un département limitrophe. Donc là, on est allé dans la Manche. Les 2 prochaines années, c'est ce qu'on s'est dit. 2 terrains, on fait 3 microforêts par hiver. 2 dans le Calvados et 1 sur peut-être le département de l'Orne ou de l'Eure. Là, on a eu des demandes. Et puis, au fur et à mesure, voilà, je pense qu'on va agrandir l'espace.
Sur la sélection des terrains, sur les sites pollués, c'est pas souvent que j'ai eu des retours sur les sites pollués. Il s'avère que nous, on est tombé sur un terrain pollué et on s'est dit, on y va. Les élus ont accepté, se dire qu'il y avait, voilà, on n'avait pas de recul de savoir comment ça allait se passer. Mais on a fait une bande sur la microforêt de 1500 arbres, 500 mètres carrés. Il y a à peu près 100 mètres carrés qui sont sur une partie polluée. Et donc, on va expérimenter et voir ce qui s'y passe. Après, sur les terrains pour la sélection, la problématique qu'on a, nous, autour de Caen, c'est qu'on a la roche-mère, voilà, c'est calcaire, on a la roche parfois qui est assez proche. Donc, on a eu des terrains où on n'a pas pu aller parce qu'après sondage de sol, la roche-mère était trop affleurante. Donc, voilà, 20 cm, on avait la roche-mère, donc on ne pouvait pas planter 3 arbres au mètre carré. Donc, il y a eu d'autres systèmes. D'ailleurs, c'était le site du CNRS. On n'a pas pu faire la méthode Miyawaki. Donc, voilà, avec les chercheurs, il y a eu une recherche pour qu'il y ait moins d'arbres au mètre carré et de choisir les essences en fonction de ce terrain-là. Donc, il y a vraiment, sur la faisabilité, je crois surtout, c'est la recherche sur le sol qui est importante. Merci. Je vais passer la parole à Erol. Erol? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, désolé, je suis arrivé en retard, donc du coup, j'ai complètement raté l'introduction et la présentation. Donc, je vais poser des questions un peu pour attraper le train en marche. Si la question est, comment dire, un peu hors sujet, ben, vous m'excusez par avance. Oui, j'aimerais savoir, donc, votre plus vieille expérience, elle date d'il y a combien d'années? Donc nous, on est une jeune association qui a 2 ans, donc et qui a été créée sur une forêt témoin qui a donc 2 ans et demi. C'était 12 décembre 2021, notre première plantation. Et nous, on a été formés par une association qui est à Nantes, qui a 5-6 ans d'expérience, qui a été formée par le précurseur, enfin voilà, par l'association, enfin c'est pas une association, par Nicolas de Brabander, qui Urban Forest en Belgique, qui a 10 ans d'expérience, qui lui a été formé par Shubhendu Sharma en Inde et qui a été formé par Akira Miyawaki. Voilà. Mais ici en Normandie, moi, l'expérience, c'est 2 ans et demi. D'accord. Et donc, en général, donc, vous avez combien de sites pour l'instant différents? Là, on a planté donc avec la forêt témoin 4, 5, 6 micro-forêts. Hein. D'accord. Et en moyenne, vous avez combien d'espèces différentes? Les essences, on est à peu près sur une vingtaine d'essences par mini-forêt. Et sur les 6 sites en diversité, on doit avoir, je crois, 32 essences. Donc, en général, vous plantez une vingtaine. Et donc, vous avez une liste d'espèces qui vous garantit qu'elles sont bien indigènes, c'est ça? Non, oui, alors on part de la liste du Conservatoire de botanique qui liste les essences indigènes locales, mais surtout, on a un expert en botanique qui a la connaissance, lui, sa liste, c'est dans sa tête. Et on va avec lui sur le terrain et on fait une sélection dans les boisements à périphérie de 5 km, dans un rayon de 5 km autour du boisement pour recenser les essences sur le terrain. D'accord, donc ça, c'est très bien. Est-ce que, du coup, vous achetez vos plantes dans les commerces? Oui, alors c'est des choses que j'ai dit, effectivement, tout ça, mais je vais le redire parce que je pense qu'on l'entend 2 fois, ça fait du bien. Oui, alors à ce jour, nous, on fonctionne avec pépinière au label végétal local et on plante les plants en motte. Les D'accord, jeunes, 1 à 2 ans. donc du coup, vos 20 espèces indigènes, en plus, elles sont de provenance locale. Oui. Ah, ça, c'est génial parce que c'est pas facile à faire. Ok, et du coup, est-ce que, comment dire, quand vous plantez un certain nombre d'arbres au mètre carré, est-ce que dans votre, alors bon, comme c'est associatif, je pense que vous n'avez pas de contrat de réussite comme quand une entreprise elle est payée par un prestataire, mais est-ce que dans votre tête au moins, même si c'est pas par écrit, vous vous mettez un objectif de dire il faut qu'il y en ait tant de pourcents qui survivent, ou au contraire vous dites non, on laisse faire la nature et il survivra ce que survivra. C'est quoi Alors, la philosophie? je vais vous renvoyer la question. C'est quoi pour vous la réussite d'une microforêt? Alors, moi, la réussite, c'est que ceux qui doivent survivre survivront et tous ceux qui doivent mourir, bon débarras. Mais en général, dans les métiers de la plantation, quand un prestataire il est payé pour reboiser X mètres carrés ou hectares,
ils s'engagent souvent dans un contrat à dire, voilà, moi je plante et je fais un suivi pendant 5 ans, je vous garantis 90% de survie ou sinon je remplace le pied qui est mort. Alors, ce qui, d'un point de vue écologique, est très contre-productif parce qu'on va forcer des plantes à pousser alors qu'elles ne veulent pas. Je personnalise le débat pour qu'on comprenne plus facilement. Alors que si on plante tout, si j'ai bien compris l'esprit des forêts Miyawaki, là, on plante tout en présageant qu'on a déjà fait un bon choix au départ. Et après, par contre, c'est la nature qui va dire, moi, je garde celui-là, je garde pas celui-là, etc. C'est ça? Oui, mais en fait, moi, je vais vous dire que pour nous, la réussite du projet, c'est pas le taux de survie, pas en 1. La réussite du projet, c'est qu'on ait créé vraiment les conditions optimales au niveau du terreau, certes, de la terre, du travail du sol, d'avoir fait le choix des amendements, mais aussi on ait travaillé le terreau humain. Un de nos premiers facteurs de réussite, c'est qu'on ait créé l'écosystème humain qui va suivre la mini-forêt et qu'on ait pu sensibiliser et qu'il y ait eu vraiment des ouvertures d'esprit sur ce qu'est la nature, que nous en faisons partie et que nous avons un rôle à jouer. Pour moi, ça, c'est le numéro 1 de la réussite de la microforêt. Ensuite, sur la microforêt en elle-même, la réussite, on la saura sur le plan de la survie, on la saura au bout de peut-être 10 ans. C'est-à-dire qu'à ce jour, de ce qu'on connaît, donc moi je suis par rapport au réseau Sugi, qui est un réseau international, et si vous allez voir leur site, c'est vraiment super. Bon, et leur rapport, on voit dans le monde entier les plantations de microforêts, hein, c'est des données énormes hein, dans le monde entier. À peu près, au bout de 5 ans, on a 10% de pertes. Alors, perte, ça veut dire quoi? Mais vous l'avez dit aussi, hein, la première leçon d'une forêt, c'est que tout est vivant, rien ne meurt jamais. C'est-à-dire que le bois qui tombe ou qui meurt, si on veut dire rapidement, eh bien, elle va nourrir le sol. Et nous, on recherche, en fait, dans ces forêts, à créer de l'humus. Donc, s'il y a des arbres qui ne vont pas à terme et qui reviennent au sol, ça fait partie du cycle et il y a besoin de nourrir le sol. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'on a dans les mini-forêts qu'on a plantées jusqu'ici, il n'y a pas de trouées, il n'y a pas d'espaces qui n'ont pas été densifiés. Ça fonctionne très bien. Il y a très peu de pertes. Celle où on aura peut-être, c'est sur les sites pollués, parce que là, vraiment, c'est un espace expérimental. Mais en tout cas, les données qu'on a au niveau mondial, c'est 10% de pertes au bout de 5 ans. Et à partir de 5 ans, on commence à avoir une sélection, clairement une sélection. Mais en fait, c'est pas grave, parce qu'en fait, celle qui était là au départ était là pour stimuler, pour amener toutes les conditions pour que cette microforêt naisse. Donc, ça fait, on plante pas des arbres, on crée un écosystème forestier. Donc, voilà, si je peux Très bien. répondre à votre question. On est tout à fait d'accord. C'est juste que justement, comment dire, dans les écosystèmes, on va dire, marchands habituels, il y a cette perversion du succès et donc de la perte de la garantie qu'il faut, à mon avis, surtout pas reproduire dans les approches Miyawaki beaucoup plus pro-naturelles, quoi, voilà. Donc ça, c'est très bien aussi. Alors, du coup, je vais un petit peu me présenter parce que je débarque avec mes questions. Moi, je suis enseignant-chercheur en botanique et en écologie végétale. Donc, j'ai beaucoup travaillé en dynamique des écosystèmes. Alors, pas spécifiquement forestier, mais en partie, et plutôt en région méditerranéenne. Donc, effectivement, il y a des paramètres, comme vous l'avez dit, en Normandie, qui seront pas les mêmes que chez nous, mais ça, après, je suis capable de m'adapter. Et donc, justement, ce qui m'intéresse a priori beaucoup dans ces approches, c'est que normalement, c'est fait pour, c'est-à-dire, comment je pourrais dire ça, pour réveiller la nature. C'est-à-dire, voilà, on plante ce que la nature a déjà prévu de planter en local. On ne va pas attendre que ça arrive tout seul, ça sera un peu trop long à notre goût. Donc, on le plante nous-mêmes. Mais après, si la nature, elle préfère garder plus l'espèce A ou l'espèce B et dégager l'espèce C ou D, ben, c'est très bien, c'est son choix. Il ne faut surtout pas chercher à aller à l'encontre. Donc, ça me paraît très bien aussi. Et pour la question de Rani sur l'arrosage, oui, c'est dans le même, comment dire, avec la même approche philosophique, il faut éviter effectivement de trop arroser dès le début parce que si comment dire, on rend la forêt dépendante de l'arrosage, à terme, ça sera un échec. Ceci étant dit, des plantations jeunes sont forcément un peu plus sensibles que quand elles seront adultes. Donc oui, ce que vous faites, ça me paraît bien la première année, et puis après de dégraisser la deuxième année. Et je pense qu'après, vous arrêtez, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Et après, il faut arrêter. Si ça marche pas, ben, c'est que de toute façon, le milieu est trop sec et le choix des essences n'est pas optimal et que donc, il faut insister, je pense, hein. Il n'y a pas de raison d'envisager
arroser à terme ces trucs-là, parce que l'idée, c'est que ça soit naturel. Après, sur l'histoire du sol qui n'était pas assez profond, dans l'exemple que vous avez donné, quand le sol n'est pas profond, il faut choisir des arbres ou des arbustes qui sont adaptés à ces sols-là. Il ne faut pas espérer une forêt totalement forestière rapidement. C'est la nature aussi. Je sais pas, est-ce que dans certains cas, vous planifiez de planter plutôt des petites forêts broussailleuses plutôt que des grandes forêts? Non. Nous, on fait déjà que 3 forêts par an, donc on essaie vraiment d'être vraiment sur la méthode Miyawaki pour pouvoir apporter cette connaissance aussi en France, parce que c'est pas encore très connu. Donc, si on commence à essayer de faire d'autres choses, on va se perdre. Donc, sur le projet du CNRS dont j'ai parlé, on devait planter une micro-forêt sous le format méthode Miyawaki. Comme ça pouvait pas se faire, on les a accompagnés sous un autre format, donc il va être beaucoup plus petite, arbustive, pour voir avec eux et voilà, on les a aidés sur le montage et comme ça on va pouvoir suivre. Mais nous, sinon, voilà, on se cible vraiment sur la méthode Miyawaki avec les arbres de haute tige. D'accord, parce que là, justement, dans la question de Rani, involontairement, il y avait aussi un lien avec cette question du sol. C'est qu'en Méditerranée, donc Maghreb inclus, on a souvent des sols très superficiels, donc très secs qui retiennent peu l'eau. Et comme en plus il pleut pas énormément, ça exagère on va dire, le côté drastique du sol. Pour autant, dans la nature, il y a quand même de la végétation. Alors elle est soit forestière, mais c'est pas des grandes forêts comme vous avez dans le nord de la France, c'est ou des petites forêts broussailleuses, dans le meilleur des cas avec des pins, ou sinon c'est carrément de la garrigue de broussailles. Et moi, pour autant, je pense qu'en Méditerranée, il ne faut pas s'interdire de faire du Miyawaki, mais même si c'est pas avec des arbres forestiers, mais quitte à ce que ce soit avec des arbustes broussailleux, quoi. C'est pas, à mon avis, c'est pas, comment dire, c'est pas péché, quoi. C'est totalement dans l'esprit. Mais bon, vous êtes a priori pas concerné. Quoi. Mais c'était pour Alors, rebondir à la fois sur la question de Rani et sur l'évocation de votre cas particulier. ce qui serait intéressant, du coup, ce serait d'aller regarder sur le réseau Sugi et le livre que je n'ai pas cité parce que je n'ai pas la référence sous la main, mais Les microforêts, où il y a un certain nombre de projets dans le monde entier et notamment sur des sites désertiques. Donc, de voir sur ces sites quelles sont les essences qu'ils ont plantées, sous quelle forme. Ça peut être intéressant de voir ou les rapports Sugi, donc SUGI, hein, qui listent vraiment tout un grand nombre de forêts dans le monde entier, de micro-forêts, pardon. Bon, pour l'instant, j'en ai fini avec les questions. Merci. Merci, Erol. Alors, petite question, les enfants qui participent au projet, quels sont leurs retours? Parce que c'est vraiment moi ce qui m'a plu dans ce projet, c'est effectivement ce lien avec les écoles et de sensibiliser les jeunes générations. Et du coup, quels sont leurs retours? Est-ce qu'ils s'occupent Moi, de la forêt après? oui. C'est tellement le monde des enfants, là, quand on les connecte à la forêt, c'est tellement la magie qui s'ouvre. J'aurais du mal à vous donner des témoignages. C'est juste qu'on ouvre vraiment le monde de la magie. On reconnecte les enfants à vraiment cet espace du merveilleux. C'est chantant, ce qui est fou, en fait, c'est quand on emmène les enfants auprès de la mini-forêt que les adultes qui sont à côté sont sensibilisés. En fait, c'est les enfants qui font le travail. C'est ça qui est dingue. Et alors, les enfants, ils adorent, quoi. Ils sautent les pieds dans l'eau. Quand il pleut, on fait des micro-forêts. Parfois, il pleut quand on plante. Bah, il y a la boue et tout d'un coup, tout devient festif. Il y a de la boue, c'est joyeux. On met des mains dans la terre, on trouve des trésors dans la terre, on sort des capsules de bière ou on sort des asticots. Et voilà, c'est les enfants amènent vraiment la vie tout devient un cadeau en fait d'être avec les enfants en train de planter. Et ils ont vraiment cette sensibilité, cette écoute, que ce soit quand on fait les ateliers de sensibilisation ou quand ils sont vraiment sur le terrain. Moi, j'ai pas un autre mot que dire que ils ouvrent la porte du merveilleux quand ils sont là. Merci. Rani, tu voulais la parole? Oui, en fait, je voulais que Stéphanie nous transmette par écrit les références. Elle a parlé de ce livre qui Oui, parle de microforêts dans le désert. Ça m'intéresse énormément. Donc, j'aimerais bien avoir les références, si c'est possible. Merci. oui, tout à fait.
Et le Je site contrôle ça. Sugui, le réseau Sugui aussi, Oui. pouvoir nous y référer. Et Grol? Oui, comme j'ai raté le début, ça a peut-être été dit. Quand vous choisissez les terrains, c'est quel type de terrain et pourquoi et comment vous les choisissez? Oui, je peux le redire si je peux le réexpliquer, mais je vais le faire plus brièvement. Déjà, nous, on cherche le terreau humain. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des appels à candidature pour que les terrains soient sur des collectivités. Nous, on travaille avec les collectivités parce qu'on veut que ce soit des terrains publics ouverts au public. Donc, pour l'instant, on ne travaille pas sur des terrains privés. Donc, on va faire des appels à candidature et c'est vraiment les collectivités motivées qui viennent vers nous. Là, on a déjà le terrain humain, le terreau humain. Après, on étudie dans la ville quels sont les sites. Déjà, parfois, ils ont des idées très claires. Sinon, on étudie dans la ville quels seraient les sites les plus favorables à planter une microforêt, ce qui est quand même assez simple parce qu'il ne faut pas beaucoup d'espace. Il faut à partir de… En emprise de parcelle, il faut peut-être 300 mètres carrés, 400, 500 mètres carrés. Parce qu'après, on ne va pas venir se mettre le long des bâtiments ou le long directement des voiries. Et après, on va faire les études de faisabilité de sol, on va faire des sondages, et puis on va regarder s'il n'y a pas de réseau souterrain, pas de réseau aérien, ce genre d'études, et puis le diagnostic de sol pour voir quelle est la pauvreté souvent du sol et quels amendements on va devoir apporter. D'accord, donc ce sont essentiellement des écosystèmes déjà urbanisés ou même anciennement urbanisés ou industrialisés à l'abandon. Ouais, soit anciennement bitumées, soit vraiment des pelouses sans vie. D'accord. Donc il n'est pas question d'aller faire ça en milieu rural, à la campagne, et de reconvertir une prairie ou en une forêt. C'est a priori pas le but. Alors, je vous laisserai du coup peut-être revisionner la présentation qui explique vraiment la méthode parce que cette méthode, ça marche pas enfin, c'est pas pour la reforestation et puis ça serait beaucoup plus coûteux et ça n'aurait pas de sens. On vient décompacter le sol on griffe le sol avec des gros engins quand même, on vient décompacter la terre, il y a tout un travail de préparation avec soit des engins agricoles ou de travaux publics pour pouvoir travailler le sol en profondeur, décompacter, et puis travailler les 20 premiers centimètres de terre arable, à rajouter des abondements. On ne peut pas faire ça sur des grandes emprises. Et puis, vraiment, un des enjeux, c'est l'îlot de fraîcheur. Alors oui, ça apporte de la biodiversité, donc en milieu rural, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il y a d'autres systèmes pour le milieu rural, et encore plus en forêt, il y aurait d'autres systèmes, à mon avis. Voilà. En tout cas, moi, à l'échelle où je suis, je ne peux que le recommander de le faire en ville. Bon, ça me paraît bien parce que dans les milieux ruraux, il y a de toute façon une capacité naturelle à recoloniser dès lors que le mode d'utilisation est modifié. Et avec le risque même, c'est que si on veut enlever une prairie pour y mettre une forêt de force, peut-être que la prairie était au moins aussi riche, voire plus riche que la forêt qu'on est censé créer, quoi. Donc effectivement, Tout à si c'est fait. en milieu urbain, il n'y a aucune limite a priori à ce système. Merci. Tout à fait. Il n'y a plus de questions ou de mains levées. Si, peut-être une, pardon. Vas-y. Du coup, quand donc vous produisez en essence indigène de provenance locale, donc ça veut dire que vous arrivez à trouver des pépinières qui sont capables de vous fournir ça? Oui, on a une pépinière en Normandie qui fait label végétal local et en motte. C'est parce que nous, on prend les plants en motte. Donc oui, Et donc, on a ça. ils ont suffisamment de choix, Ah bah on a c'est-à-dire la filière est jamais eu de suffisamment souci. développée? D'accord. On a toutes les essences qu'on a commandées Ah ouais. en souci. Parce que je suis pas certain qu'en Méditerranée, on ait des filières aussi bien développées. Il faudra que je creuse. Ouais, merci. Alors, Salima, je crois que tu essayes de… Hop, bon. Ah, Salima, donc je t'autorise la conversation, vas-y. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup Stéphanie pour cette intervention bon, que je connais aussi un petit peu. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord.
Moi, j'ai une question, c'était par rapport à... voilà, elle m'a échappé. Euh, la mince... ah bah, ça va me revenir. J'avais deux choses, parce que bon, Stéphanie fait aussi les bains de forêt. Donc, je pensais au lien entre la forêt naturelle et ce lien de micro-forêt où les arbres sont totalement approchés de manière différente. Je ne sais pas si Stéphanie, tu peux nous parler un petit peu de ça. Oui, Et je puis, peux. peut-être que ma deuxième question viendra après. Oui, bonsoir Salima. Salima qui était juste à côté de la microforêt il y a 2 jours, justement au Terre de l'Être. Euh, oui, c'est intéressant parce que effectivement tout ce volet de ressourcement qu'on peut avoir dans une forêt, parce que notamment grâce aux phytoncides, hein, qui sont un peu comme des hormones du bonheur pour nous quand on vient respirer, il n'y a rien d'autre à faire que d'être dans une forêt et de respirer pour se détendre et vraiment avoir des facteurs d'amélioration de la santé sous toutes ces formes. Eh bien, on va l'apporter aussi, hein, on apporte la microforêt et ce système d'écosystème forestier en ville, on va avoir aussi cet apport bénéfique dans les villes. Et je pense que ça, c'est une grande richesse. C'est vrai que du coup, on essaie d'amener par l'association le fait de venir recontacter l'arbre, recontacter le vivant. Quand on dit le vivant, c'est que oui, ça vit en fait. Ça vit, ça parle, ça communique. C'est juste que nous, on ne peut pas entendre. Et on a deux outils. Donc, on est deux à avoir ces outils-là qui sont des sortes de petites enceintes capteurs qui se mettent sur le tronc ou le tronc et aux racines et feuilles, ça dépend de quel outil on utilise, qui permet de transcrire en fait la communication interne de l'arbre, son flux, et d'avoir une transcription musicale. Et on entend le chant de l'arbre. Et ça, on le fait à chaque plantation, on le fait avec les élèves et on le fait avec les adultes, on le fait avec les seniors, et quel que soit son âge, entendre un arbre chanter, je vous avoue que c'est une expérience incroyable. On peut faire aussi chanter l'herbe. Je vous assure qu'après, on ne marche plus du tout pareil sur le sol. C'est vivant, ça bouge, ça parle. Et alors, ce que j'aime beaucoup faire dans ces rencontres-là, c'est que l'arbre qui est en train d'être écouté, on met une interaction, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui vient, qui touche l'arbre, et tout d'un coup, franchement, 3 fois sur 4, ça s'arrête. Il n'y a plus un son. Et puis ça reprend. Donc ça montre vraiment en plus l'interaction en fait avec les humains. Voilà ce que je peux dire qui était là, Salima. J'espère que c'était le sens de ta question, plus ou moins. Oui, tout à fait. Bien sûr, là, le fait de vivre à côté de cette micro-forêt, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai l'occasion d'y passer, il y a quelque chose. J'ai pas les mots, mais c'est très émouvant de voir toutes ces familles d'arbres les uns à côté des autres, et puis aux différentes saisons, oui. Et mon autre question, c'était par rapport aux plus grands défis que l'association rencontre aujourd'hui pour promouvoir les implantations de microforêts. Quels sont les axes qui facilitent votre intervention, notamment avec les écoles ou autres établissements, et où est-ce que c'est encore difficile à défendre comme projet ou à financer? Alors, aujourd'hui, en 2 ans, je trouve que c'est dingue ce qui s'est passé dans cette association d'une manière si fluide et d'avoir les experts qui sont arrivés aussi de manière intuitive. Donc, on a vraiment cette chance d'avoir vraiment de l'expertise au sein de l'association, une vie avec des membres qui sont actifs, qui sont vraiment aimants. Et je crois qu'on a beaucoup de chance de ça, hein, je vais les remercier. Et tout notre écosystème aussi avec l'association de Nantes. Et ça, c'est très riche, c'est un énorme soutien. Et on a des collectivités, et effectivement, nous, on va chercher les collectivités, comme je disais, motivées. Donc, on va pas, quand on a une collectivité qui vient un peu nous chercher, nous dire, va falloir nous démontrer que ça marche. Non, 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 nous, on vient rien démontrer du tout. On vient rien démontrer, on n'est pas dans le temps de on vient démontrer. Ici, on vient se faire plaisir et sentir qu'on fait un geste fort pour la planète, petit mais grand en même temps. Donc, avec les collectivités, eh bien, c'est celles qui sont motivées. Donc, le bon terreau est aussi présent. Je trouve qu'avec
les collectivités territoriales et les subventions publiques, je trouve qu'on a été vraiment entendus. On était soutenus par la région Normandie, par l'État, par le Fonds de la vie associative, par la DREAL de Normandie qui nous soutiennent. Et pour ça, on a beaucoup de chance. Moi, la question que je me pose, c'est le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, c'est encore un monde où on n'a pas réussi à encore introspecter, en tout cas les faire venir. Et nous, notre fonctionnement, il se base les fonds publics, je sais qu'ils vont être là au début, ces premières, deuxième années, mais après, si des entreprises ne viennent pas nous soutenir, nous, on ne pourra pas continuer. Alors, j'ai espoir que le monde des salariés, des entreprises puisse se dire, il y a quelque chose à faire là, et que les entreprises prennent ce sens de responsabilité, se dire, mais oui, on va participer. Alors, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a une sélection d'entreprises, on a une commission éthique et on travaille, on est partenaire qu'avec les entreprises qui sont engagées dans la transition écologique. Donc, c'est-à-dire que les fonds des grosses entreprises très polluantes qui font aussi il y a des fonds de compensation, nous, on n'y va pas. On ne travaille pas pour compenser. Nous, on travaille uniquement avec des entreprises engagées dans la transition écologique. Et ça, c'est un monde à sonder. Je trouve que oui, je pensais que ça viendrait plus vite. On a eu quelques super hum, exemples de partenariats avec la Fondation Truffaut, avec la Fondation Promade, avec Maison Sausson, éco-bâtisseur, un partenaire, un bâtisseur charpentier de Maison Bois sur Caen. On sent que quand il y a la motivation, ils sont là, ils viennent avec leurs salariés. Pour l'instant, ça a été un petit peu, et j'espère juste que ça puisse s'agrandir pour que cet espace du monde de l'entreprise aussi s'ouvre à ça. Merci beaucoup, c'est encourageant. Merci beaucoup. Merci, Rani. Oui, je voudrais avoir un ordre d'idée sur le coût d'une microforêt comme ça en Normandie. Comme ça me permettrait de savoir un petit peu, de me projeter dans... Le budget futur. Oui, Je ne peux pas vous répondre à cette question parce qu'en fait, c'est complètement différent si on plante sa microforêt sur son terrain dans son jardin, comme j'ai fait ici. On se forme, on prend un an pour se former et que du coup le coût il est différent. Soit on le fait dans son jardin, soit quand on fait appel à l'association. C'est vrai que nous, on va accompagner toute la partie amont des préparatifs, tout le volet sensibilisation. On va avoir toute la partie d'acquisition, d'achat aussi, des plans, des tuteurs qui sont là pour marquer les arbres. Bon, il y a un certain nombre de matériaux, d'amendements à acheter, etc. Mais on va aussi avoir les 3 ans d'animation de la communauté après. Donc, en fait, il faudrait cibler par coup, par tranche, voilà, les variables sont énormes en fait, ça dépend ce que vous voulez faire. Par exemple, nous, dans nos accompagnements pour le projet d'une microforêt, le coût des plans, c'est 10% du montant global des besoins pour réaliser la microforêt et amener tout le volet sensibilisation, etc. Et qu'est-ce qui coûte cher la préparation du sol? Le travail du terrain, oui, le travail du terrain, c'est assez coûteux. Ouais, ça m'étonne pas, parce qu'il y a toutes les machines. Oui, Erol. Est-ce que c'est obligé de travailler le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas des sites où le terrain il peut se suffire à lui-même? Alors, la logique, en tout cas de là, nous, on intervient. Je vais vous parler de cette expérience que j'ai et de notre projet associatif et de la méthode Miyawaki intégrée dans notre projet associatif. C'est de planter en ville, dans des sols qui sont non vivants et qui sont souvent très tassés. Et donc là, obligatoirement, pour planter 3 arbres au mètre carré, on a besoin de décompacter, de faire tout le travail de sol. Akira Miyawaki, il a vraiment amené ce volet de préparation de la terre, d'enrichir la terre et de la préparer avant de planter. Alors peut-être que oui, on peut le faire sans, mais moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interventions?
crois qu'on est arrivé au bout de... Stéphanie, est-ce que tu souhaites dire un mot de la fin? Merci. Merci vraiment, je suis ravie d'avoir été invitée voilà, parmi vous pour présenter aussi. Ça montre l'intérêt pour ces microforêts et je me dis, plus ça peut être diffusé, meilleur c'est pour la planète. Ça, c'est ma conviction personnelle. Et que ben, on porte ce nom, un mini big, c'est le petit peut faire du grand. Et je me dis que chaque petit endroit où je peux essaimer, eh bien, que ça puisse nourrir d'autres idées, d'autres vocations, d'autres sources de, voilà, de nourrir le vivant. Et voilà, terminer en disant merci en tout cas. Ainsi se termine la plateforme de ce soir. Nous remercions infiniment Stéphanie Essat pour son intervention passionnante et inspirante. Nous espérons que cette expérience pourra se répandre dans toutes les écoles de la paix de Aïssa ONG International et de ses partenaires, et bien au-delà. La prochaine plateforme du pôle santé est prévue le 20 septembre, où Latifa Amidou nous parlera du lien entre microbiote et dépression. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et votre présence. Au revoir, à bientôt. Au revoir Stéphanie. Au revoir à tous. Au revoir Sophia.